Bonjour Renaud Girard. Bonjour Vincent. Avant d'essayer de plonger dans ce que l'on sait, de ce que l'on connaît du plan Trump, je voudrais qu'on revienne ensemble sur ce qui a fait la polémique cette semaine en France, d'autant plus intéressant qu'elle émane d'une déclaration de quelqu'un qui est censé diriger une institution qu'on surnomme la Grande Muette. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Alors cette intervention du chef d'état-major des armées s'inscrit dans la suite du discours du président de la République, ici, à l'hôtel de Brienne, le 13 juillet dernier. Alors, est-ce que le kit d'urgence qui a été donné aux Français et aux jeunes Français, les propos dramatisants du chef d'état-major des armées, ne sont pas un peu surprenants aujourd'hui, et surtout s'ils s'inscrivent dans ce que les déclarations d'Emmanuel Macron, d'après ce que dit la ministre Vautrin, quand on sait que l'Ukraine elle-même a du mal à mobiliser ses troupes? Oui, alors évidemment, disons que le général Mandon, en général, a raison. Oui, il faut qu'effectivement, dans un monde plus dangereux, la France se réarme militairement, se réarme moralement, certainement. Peut-être qu'on peut repenser à réintroduire une forme de service militaire, etc., etc. Donc là, on ne peut pas lui reprocher la teneur de ses propos. On peut en reprocher peut-être le timing. Ça, voilà, ils sont peut-être pas opportuns. Pourquoi c'est pas opportun au regard du timing? C'est pas opportun parce que la France, en fait, a deux impératifs stratégiques aujourd'hui, comme grande puissance européenne. Le premier impératif stratégique, à mon avis, c'est quand même de ne pas voir un conflit localisé entre frères slaves orthodoxes, un conflit qui était issu, en fait, une bombe à retardement de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, dégénéré, comme ça avait été le cas avec un petit conflit localisé en Bosnie-Herzégovine en 1914, dégénéré en conflit mondial. C'est-à-dire que on aime beaucoup les Ukrainiens, mais enfin, on n'a pas envie de voir d'être entraîné dans une guerre nucléaire, puisque la Russie est une puissance nucléaire, et de voir Paris rasé. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La Première Guerre mondiale a fini par le suicide de l'Europe. Et en fait, la France est sortie victorieuse, mais complètement exsangue de la Première Guerre mondiale. Qui s'est d'ailleurs poursuivie par une Deuxième Guerre mondiale. Voilà, bien. Donc c'est là notre donc ça, problème. C'est un premier impératif stratégique pour la France. La deuxième chose, effectivement, c'est que... Quand on entend le chef d'état-major des armées parler ainsi, on n'a pas l'impression qu'il a cet impératif stratégique en tête. On a plutôt l'impression d'avoir des espèces de va-t-en-guerre qui sont alors le deuxième impératif... à ce front qui est quand même très dangereux par les répercussions qu'il peut avoir. Voilà, alors le deuxième impératif stratégique que je n'ai pas cité, mais qu'il faut ménager, la France doit ménager deux impératifs stratégiques en même temps. Donc là, ne pas avoir d'escalade, ne pas avoir une guerre mondiale. Et le deuxième impératif stratégique, c'est ne pas non plus donner une victoire à la Russie qui ébranlerait nos alliances. Parce que nous avons contracté librement des alliances, on peut le reprocher, mais ça a été fait, des alliances au sein de l'Union européenne et au sein
de l'Alliance Atlantique. Et donc, nous sommes des alliés, nous l'avons approuvé, hein, on ne nous l'a pas obligé. Nous sommes alliés des pays baltes, par exemple. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas impensable de penser qu'un jour, peut-être, M. Poutine voudrait lorgner sur Narva ou sur une partie de l'Estonie. Et ça, nous sommes tenus par nos engagements d'empêcher cela, puisque nous sommes des alliés. Et je suis favorable, par exemple, au prépositionnement de troupes ou d'avions français Rafale dans les pays baltes pour dissuader toute attaque russe contre ses alliés. Très bien. Alors, on a ces deux impératifs stratégiques. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que le timing n'était pas très bienvenu, parce que effectivement, il ne faut pas être crié au loup. Aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés. Et puis la Russie, nous réprouvons, personnellement, je réprouve beaucoup ce qu'a fait la Russie, d'attaquer son voisin en 2022 et de violer le droit international, mais les Russes ne sont pas mon ennemi principal. J'ai un ennemi principal, et j'arrête là, j'ai un ennemi, moi, français, mon ennemi principal, c'est ceux qui tuent mes enfants dans nos rues, c'est-à-dire le Bataclan, l'islamisme. Ça, c'est mon ennemi principal. L'ennemi au sud et pas à l'est. Justement, vous dites qu'il y a un problème de timing. Mais est-ce que, précisément, on y est, est-ce que les polémiques qui ont été suscitées par ces déclarations, finalement, ne sont pas vaines au regard, surtout, du plan de paix de Donald Trump ? Oui, alors effectivement, les Européens ne sont plus du tout dans la diplomatie, parce que comme ils ne comptent pas militairement, ils ne sont pas vraiment dans la grande diplomatie. Aujourd'hui, puisqu'en fait on a fait un autre choix, hein, c'est la Turquie qui est plutôt dans la diplomatie, c'est assez curieux. La Turquie, qui est un ennemi historique de la Russie, mais elle est neutre, et donc elle accueille les discussions entre les Ukrainiens et les Russes. Nous avons choisi notre camp. Donc nous ne sommes pas dans la grande diplomatie. C'est l'Amérique, effectivement, qui fait directement la diplomatie avec la Russie. Et il y a ce nouveau plan qui a été présenté le secrétaire à l'armée, c'est-à-dire le ministre délégué à l'armée de terre des États-Unis d'Amérique. Il s'est déplacé avec le chef de l'OTAN américain, le chef militaire, à Kiev, pour présenter effectivement ce plan de paix. Alors, justement, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que vous avez compris de ce plan de paix américain ? Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il incitait effectivement les Ukrainiens à faire des concessions. Quelles concessions ? De céder le Donbass, c'est-à-dire que le Donbass est fait de 2 oblasts. Lugansk est déjà totalement contrôlé par les Russes. Donetsk, il reste, je crois, 30% ou 25% aux mains des Ukrainiens, et de donner ces 25%, qu'ils tiennent toujours. On va regarder un petit peu, d'ailleurs, la carte. Les cartes, de donner, en fait, c'est Kramatorsk et Lupiansk. Voilà. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'en échange, les Russes renonceront à l'annexion de 2 autres oblasts, c'est-à-dire Zaporijia et Kherson, dont les Ukrainiens détiennent encore beaucoup de territoires. Et donc, ça serait un échange de territoires tenu, quoi. Voilà. Aujourd'hui, militaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on ne sait pas effectivement quelle garantie de sécurité donnera l'Amérique à l'Ukraine, parce qu'en fait, ce qu'a dit la réponse de Zelensky est très fine diplomatiquement. Il dit, écoutez, moi, nous voulons la paix, mais nous voulons éviter qu'il y ait une 3e agression russe. Première agression russe, c'est évidemment la conquête de la Crimée, qui s'est fait sans grande effusion de sang, avec les petits hommes verts là, qui ont pris les bases ukrainiennes en Crimée. La deuxième, c'est évidemment la guerre avec effusion de sang de février 2022. Et donc, les Ukrainiens disent on ne veut pas une 3e agression russe. Et quelles sont les mesures que les Américains peuvent prendre ? Alors, ce n'est pas l'OTAN, puisque l'Amérique n'envisage pas et que la Russie ne veut pas de... Donc, il y aurait dans le plan de paix, Renaud, des garanties de sécurité. Il y aurait dans le plan de paix, d'après ce que l'on a vu, de ce que l'on a lu, le fait
que l'Ukraine s'engagerait à ne pas adhérer à l'OTAN. Pas adhérer à l'OTAN. Il y aurait aussi dans le plan de paix le fait que l'Ukraine devrait diviser son armée par 2. Alors, c'est envisageable si effectivement il y a la paix. Elle gagnerait quand même une armée de 600 000 hommes. C'est pas l'armée française, c'est 3 fois plus. Mais si effectivement il y a la paix, évidemment, ces 600 000 hommes seraient obtenus automatiquement par la démobilisation. Parce que l'Ukraine ne va pas garder une armée. Bon. Aujourd'hui, ce sont les pères de famille qui sont au front depuis très longtemps. Donc ça, c'est envisageable, surtout si la garantie de sécurité américaine... si l'Ukraine fait une armée de métier, finalement, mécaniquement, de toute façon, elle réduira ses effectifs. Évidemment, elle réduira ses effectifs. Ah. Et puis, évidemment, il y a une revendication russe aussi, que les Américains considèrent comme légitime, qui est que on revienne au statut de la langue russe d'avant 2014. C'est-à-dire que la langue officielle de l'Ukraine, c'était l'ukrainien, mais que le russe pouvait, dans les régions orientales de l'Ukraine, dont certaines ne parlent pas russe, on pouvait utiliser, pour les papiers administratifs, le russe comme langue officielle, une sorte de deuxième langue officielle. Voilà, et donc c'est ça les exigences russes acceptées par les Américains. Ce qui n'est pas très précis aujourd'hui, c'est quels sont les retours de territoire conquis par la Russie que les Russes sont prêts à rendre aux Ukrainiens, c'est la première chose. Et quelle est la réalité, et ça c'est très important, des garanties de sécurité données par les États-Unis à l'Ukraine? Est-ce que ce sont les mêmes garanties de sécurité que ce que les États-Unis donnent, par exemple, au Japon ou à la Corée du Sud? Ça, évidemment, ça va être l'objet de discussions prochaines entre Zelensky et Trump. Les 2 ou 3 prochaines semaines seront cruciales, déclare Viktor Orban, alors que l'Union européenne dit qu'elle n'a pas été informée d'un plan de paix européen. C'est votre avis aussi que les prochains jours vont être importants, ou bien est-ce que c'est encore un plan de paix dont on parle et puis finalement qui repasse, les combats vont revenir? Voilà, l'Union européenne est un vassal des États-Unis. On l'a vu par l'attitude de Madame Ursula von der Leyen, qui est allée négocier et tout céder à Donald Trump. C'était l'été dernier dans son golf privé en Écosse. Vous vous souvenez de cette séquence où elle a promis qu'on allait acheter pour 750 milliards de produits énergétiques américains dans les 3 prochaines années, d'investir 600 milliards, etc., etc. Enfin, vous vous souvenez de... Voilà. Et donc, pour Donald Trump, l'Europe, en fait, ne compte pas diplomatiquement, c'est soumise économiquement, et il n'a aucunement l'intention, et on le voit dans cette phase, de vraiment consulter les Européens. C'est l'Amérique qui fait la diplomatie. D'ailleurs, la ministre des Affaires européennes, enfin, la haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas, a dit qu'elle avait connaissance de rien. Elle l'a reconnu. Ouais. Revenons à ce plan de paix américain. C'est un nouveau revirement pour Donald Trump? C'est un nouveau revirement, c'est-à-dire qu'il veut le cessez-le-feu, donc il veut obliger les Russes à accepter le cessez-le-feu, mais il a toujours pensé que, comme c'était les Russes qui avaient gagné sur le terrain, ou qui gagnaient sur le terrain, l'Ukraine devait faire des concessions. Donald Trump estime qu'en fait, l'Ukraine n'a pas les moyens de reconquérir le territoire perdu, parce que la Russie est trop forte. Il veut évidemment à tout prix éviter une escalade nucléaire. Il veut d'ailleurs pas trop. Il veut arrêter cette affaire parce qu'il aime la paix. Il veut le prix Nobel de la paix, et pour pouvoir se concentrer sur sa rivalité en Indo-Pacifique avec la Chine. Donald Trump estime que d'ailleurs la défense de l'Europe doit être laissée aux Européens, et que c'est pas à 340 millions d'Américains de protéger 450 millions d'Européens contre 140 millions de Russes. C'est ça, en fait, la doctrine Trump. Donc, il veut faire la paix sur la base de concessions de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine acceptera ces concessions? Je pense que
elle ne pourrait accepter ces concessions que si elle a vraiment la garantie que l'objectif de Zelensky sera réalisé, c'est-à-dire que ça rendra totalement impensable une troisième agression russe contre le territoire ukrainien. C'est l'enjeu finalement de ces discussions. Et finalement, si je vous suis, si les Américains... Là, quand même, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on apprend de ce plan de paix, on a l'impression que Trump donne quasiment l'Ukraine aux Russes, mais ce que vous nous dites finalement, c'est que d'abord, Trump voit le rapport de force qui est favorable aux Russes, c'est en tous les cas l'analyse qu'il fait et qu'il pose, et ensuite, ce plan peut être acceptable pour les Ukrainiens s'il y a des garanties de sécurité américaines. S'il y a des garanties de sécurité, il faudra sans doute aussi, j'imagine, qu'il y ait un référendum en Ukraine pour accepter ce plan de paix, parce que... Qu'est-ce que pourrait dire le référendum ? Le référendum, c'est-à-dire il y aurait un plan de paix, c'est-à-dire avec des garanties de sécurité, mais avec la Crimée et le Donbass qui serait cédé à la Russie, la levée des sanctions, etc. Mais c'est surtout, effectivement, on ne peut pas imaginer que le peuple ukrainien accepte de perdre des territoires sans qu'il ait donné son avis. Alors là, la question se pose pour le pouvoir ukrainien et pour le peuple ukrainien. Le pouvoir ukrainien, c'est effectivement, c'est un petit peu scandaleux au terme du droit international de céder face aux Russes aujourd'hui. Mais peut-être que si on ne cède pas aujourd'hui, on devra céder beaucoup plus tard. Et c'est le dilemme, je dirais, de Mannerheim. Mannerheim, c'était le leader de la Finlande. Pour préserver la liberté et la souveraineté de la Finlande, il a préféré céder à Staline en juillet 1944, à un moment où ce n'était pas trop tard pour lui, de céder des choses à Staline, notamment la neutralité de la Finlande et céder le territoire de la Carélie. Mais ça a préservé l'indépendance et la souveraineté de la Finlande. Et finalement, la Finlande a eu un statut beaucoup plus enviable que tous les autres pays, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie, etc., qui ont été les esclaves des Russes jusqu'en 1991. C'était la définition de la souveraineté partagée par Renaud Girard. Merci beaucoup, Renaud, d'être venu justement nous permettre d'y voir plus clair. C'est toujours passionnant, comme d'habitude. Merci beaucoup et on vous retrouve mardi dans les pages du Figaro pour la nouvelle chronique, mais bien sûr qui sera publiée dès lundi soir sur le site du Figaro.